Le Manitoba semble s'étendre à l'infini sur la carte, et pourtant, y vivre donne parfois l'impression d'être au bout du rouleau. Entre les prairies et le Pacifique, l'isolement est plus long que la durée d'un salaire, et les infrastructures se dégradent plus vite que la patience. L'hiver y est rigoureux, avec des températures descendant jusqu'à moins 30 degrés Celsius, les routes de glace ferment tôt et les chaînes d'approvisionnement s'effondrent sans crier gare. Les cliniques sont à des heures de vol, les urgences dépendent des conditions météorologiques et les courses quotidiennes se transforment en épreuves de survie. C'est le Canada où la géographie prime sur le confort, une province où la population se déplace vers le sud, où l'économie pénalise l'éloignement et où les migrations sont prévisibles. Si vous avez essayé d'y rester, vous comprenez pourquoi personne n'y vit. Commençons. Partie 1. La terre qui résiste. Le Manitoba ne se vide pas par manque de beauté, elle se vide parce que le terrain et le calendrier conspirent à rendre la vie quotidienne trop chère pour trop peu d'habitants, ce qui est la réponse discrète à la question « Pourquoi personne n'y vit ?» Une question qui résonne comme un refrain sur les cartes et les tableaux de recensement. Le premier verset commence par la forme même de la province, un escalier de climat où la prairie du sud cède la place au bouclier boréal, puis au passé subarctique aux alentours de 55 degrés nord, une ligne que l'on peut tracer avec des isothermes qui retracent aussi les migrations, car le froid n'est pas seulement une question d'air, mais aussi de politique et de coût, et le coût décide du lieu de résidence plus efficacement que le romantisme. Toujours. Cependant, la température à elle seule ne disperserait pas les populations si le sol le permettait. Or, le bouclier est constitué de roches précambriennes finement recouvertes de sable et de limon, et au nord de la limite du pergélisol, aux alentours de ces mêmes 55 degrés, le sol commence à conserver la mémoire de l'hiver sous forme de lentilles de glace qui se gonflent et se déforment à chaque dégel. Ainsi, une maison n'est plus une maison, mais un pari saisonnier, et une route n'est plus une route, mais une expérience flottante. Et ces expériences exigent des budgets que les villes de quelques centaines d'habitants ne peuvent financer sans faire appel au trésor provincial, qui, on le comprend, finit par se lancer. Pendant ce temps, les endroits qui auraient pu se densifier selon un réseau rural classique se heurtent à la tourbe, une masse spongieuse de tourbe qui se déplace au moindre mouvement et s'affaisse sous les constructions. Chaque kilomètre de route traversant une tourbe est donc aussi coûteux qu'un petit pont, avec géotextiles, bâches et des tonnes de remblais. Chaque ponceau doit résister au soulèvement dû au gel et à l'affaissement lent, et chaque réparation doit être effectuée par avion ou par camion à des périodes saisonnières qui s'apparentent davantage à des autorisations qu'à des calendriers. C'est pourquoi, comme on pouvait s'y attendre, les populations évitent ces bassins, même lorsque les ressources sont abondantes. D'ailleurs, vous ne comprendrez jamais vraiment pourquoi de vastes régions du Canada restent désertes tant que vous ne serez pas abonné. Découvrez les vérités cachées des provinces, des territoires et des villes oubliées avant que l'histoire ne les engloutisse dans le silence. Mais le plus surprenant, c'est que l'eau n'y change rien. Cela ne fait qu'amplifier le problème, car le Manitoba est une terre humide, parsemée de dizaines de milliers de lacs dans le bouclier canadien et gorgée de tourbières qui retiennent l'eau comme un registre. Dans la zone de pergélisol discontinu, le dégel crée soudainement de nouveaux étangs qui effacent les traces de la veille. Tracer un itinéraire fiable pour les autobus scolaires revient donc à cartographier un littoral en perpétuel mouvement, et les familles s'installent rarement là où leur trajet quotidien risque de disparaître en juin, ce qui est plutôt judicieux. Malgré tout, les trois mers intérieures de la province, le lac Winnipeg, le lac Manitoba et le lac Winnipegoes, transforment ce qui semble être une traversée facile en un détour de 100 km. Les vagues, gonflées par le vent, érodent les digues et les accotements qui doivent être renforcés d'enrochements et réparés après chaque hiver rigoureux. Ainsi, un littoral pittoresque se transforme en gouffre financier, et les conseils municipaux découvrent à leurs dépens qu'une vue sur le lac implique aussi un plan d'entretien conséquent. De ce fait, l'habitat se concentre le long du seul axe routier stable, la bande sud, le long de la route 1, transcanadienne, et de la route 16, Yellowhead, où les sols sont plus profonds, le gel moins prononcé et les équipes d'entretien peuvent travailler 12 mois sur 12 sans que le dégel ne vienne perturber leur semaine de travail. Au nord de cette bande, la population diminue à mesure que les sols s'appauvrissent, car même l'audace a un coût, et ce coût augmente inévitablement à chaque kilomètre qui nous éloigne de cet axe routier principal. Ce que beaucoup n'avaient pas anticipé, c'est à quel point cette géographie alimente le dynamisme de Winnipeg. Les voies ferrées et les routes privilégient le sud, et la ville se situe au carrefour du CN et du CP, là où la route 75 se dirige vers le sud, en direction des États-Unis. Ainsi, la capitale devient le métronome du fret que toutes les autres collectivités doivent suivre, et les emplois, les écoles et les hôpitaux s'accumulent là où les marchandises tournent, entraînant les populations dans leur sillage. Cependant, le nord reste tributaire de deux éléments fragiles,
la route 6 qui longe les lacs en direction de Thompson, puis l'autoroute jusqu'à Churchill et un réseau complexe de routes d'hiver et de pistes d'atterrissage en gravier dont l'état varie au gré des températures. Ainsi, lorsque l'hiver arrive tard ou par tôt, la période de transport routier se réduit, les palettes sont acheminées par avion à turbopropulseur à un prix bien supérieur à celui du transport routier, et les ménages paient la différence en course et en carburant, sans relâche. Par ailleurs, une défaillance ponctuelle transforme le désagrément en exil. Les inondations de 2017 sur la ligne de chemin de fer de la baie d'Hudson ont coupé Churchill du reste du monde pendant plus d'1 an, faisant grimper les prix et perturbant la vie quotidienne jusqu'à la réouverture de la ligne en 2018 sous une nouvelle direction. Cet événement a démontré une vérité simple. La fiabilité n'est pas un gage de qualité, mais une ressource essentielle. Et une ressource indisponible dicte la décision, sans appel. Mais le plus surprenant à propos de Churchill, c'est le paradoxe. Les aurores boréales, les belugas, les ours polaires et un port sur la baie d'Hudson devraient attirer les gens, et pourtant, les eaux peu profondes, la banquise, les berges rongées par le pergélisol et une courte saison touristique rendent les revenus saisonniers et les coûts permanents. Ainsi, même la renommée ne peut défier les lois de la physique, et les familles ne fondent pas leur avenir sur des calendriers souvenirs, ce qui est compréhensible. Le véritable piège, cependant, est la période de la débâcle lorsque les routes de glace fondent et que les rivières restent impraticables. Le transport de marchandises est alors interrompu, les rayons des magasins se vident et la construction s'arrête, car les grues et le béton ont besoin d'un terrain que le calendrier fait temporairement disparaître. Chaque avril et mai, les budgets des ménages sont bouleversés par une pénalité de retard impérative et sans appel. Conséquence de cette tyrannie du calendrier, de nombreuses communautés se posent chaque hiver une question douloureuse. Peut-on obtenir les fournitures pour la clinique en février? Peut-on transporter le diesel avant le dégel? Le projet scolaire peut-il attendre 1 an? Car 2 semaines de disette sur les routes de glace obligent à accélérer le transport ou à reporter le projet à l'année suivante, et ici, tout retard n'est pas de la procrastination, mais une question de survie impitoyable. Ce que beaucoup n'avaient pas anticipé, c'est l'influence du ciel sur ce débat. Les hivers font chuter le refroidissement éolien à moins 40 degrés et les étés ripostent par des orages de grêle et des supercellules orageuses dans les prairies. La période sans gel est courte et capricieuse, et les moustiques s'installent en juin comme une loi. Ainsi, chaque récolte est un pari risqué et chaque toit est menacé par la glace. Si le paysage est sans phare, le poids des risques, lui, résonne avec force et persistance. Cependant, l'eau s'exprime aussi lors des crues, et la crue de la rivière Rouge en 1997, restée dans les mémoires comme la crue du siècle, a démontré pourquoi Winnipeg avait investi dans le canal de dérivation dès 1968 et l'avait agrandi jusqu'en 2010. Pourtant, les risques résiduels en dehors de ce périmètre continuent d'influencer les primes d'assurance et les normes de construction des lotissements ruraux. Ainsi, les familles comparent non seulement leurs mensualités hypothécaires, mais aussi le coût des prochaines fortes pluies, en toute discrétion. Par ailleurs, les changements climatiques modifient tous ces paramètres simultanément. La période d'hivernage des routes est raccourcie, les pluies estivales sont plus abondantes et mettent à rude épreuve les ponceaux et les accotements, et le réchauffement du pergélisol entraîne la perte de stabilité des pilotis et l'inclinaison des parcs de réservoirs et des plateformes. Il en résulte une augmentation des coûts d'exploitation et d'entretien des routes, des réseaux d'eau et des habitations, déjà fortement dispersés sur de vastes distances. Et, comme on pouvait s'y attendre, les budgets déjà limités sont les premiers à craquer. Mais le plus surprenant, c'est comment la distance transforme même les tâches les plus banales en raisons structurelles de partir. Chaque kilomètre de canalisation ou de route goudronnée au nord de la frontière ne profite qu'à une poignée de contribuables. Lorsqu'un ponceau cède dans une tourbière à 40 km de la route la plus proche, il faut faire appel à un hélicoptère au prix d'un hélicoptère. Et si la barge de ravitaillement rate son créneau horaire, impossible d'en acheter une deuxième, il faut payer le prix fort pour des céréales. Pourtant, nombreux sont ceux qui s'imaginent que les lacs résolvent l'isolement en offrant des voies navigables. Or, c'est rarement le cas. Le gel et le dégel bloquent la surface précisément au moment où l'on en a le plus besoin, les crêtes de glace de près d'1 mètre bloquent les motoneiges, et les tempêtes d'automne empêchent les petites embarcations de s'aventurer à terre. Ainsi, la même beauté qui attire les photographes rend les médicaments inaccessibles le mardi, et la réalité l'emporte toujours sur les cartes postales, sans pitié. Conséquence de ces calculs implacables, les populations se regroupent là où les routes sont praticables et les services concentrés le long des autoroutes 1 et 16 et à l'intérieur du périphérique de Winnipeg, tandis que le reste de la province s'étend dans de longs et coûteux silences où un autobus scolaire peut se transformer en un véritable casse-tête logistique, une infirmière en un billet d'avion hebdomadaire, et une famille en un exercice de comptabilité fastidieux en termes de carburant. De transport et de patience, une patience qui, de surcroît, n'est jamais infinie. Ce que beaucoup n'avaient pas anticipé,
c'est que même lorsqu'on renforce un maillon de la chaîne en consolidant une digue, en relançant la HBR, en ajoutant des enrochements, un autre s'affaiblit, car l'entretien, ou que ce soit, réduit la capacité de tout un réseau aussi étendu. Ces compromis expliquent mieux la carte du recensement que n'importe quel slogan, car personne n'abandonne des terres bon marché. On abandonne un temps incertain, et le temps est la denrée la plus rare dans le Nord, toujours. Cependant, les urbanistes de la province ne sont pas naïfs. Ils savent que chaque année d'hiver pluie ou raccourcit la saison des routes de glace, autrefois considérées comme fiables, que les tempêtes de chaque décennie sollicitent les ponceaux au-delà de leur capacité, et que chaque dégel provoque de nouvelles fissures dans les dalles et les remblais. Ainsi, même l'immobilisme coûte plus cher, et c'est ainsi que les villes se vident lentement, sans faire les gros titres. Partie 2 aux populations, infrastructures et fractures nord-sud. Le dépeuplement du Manitoba n'est pas seulement dû au climat ou au territoire, il est aussi lié à la population, à la façon dont elle est attirée et dispersée. Le recensement est éloquent. 1,4 million d'habitants, dont plus de 60% sont concentrés à Winnipeg, 10% à Brandon, et le reste disséminé dans une province plus vaste que la France. La densité n'est pas uniforme, elle est gravitationnelle et Winnipeg exerce une influence déterminante sur toutes les autres villes. Cette concentration explique pourquoi les services s'accumulent dans la capitale tandis qu'ils diminuent partout ailleurs. Les universités, les hôpitaux universitaires et la plupart des bureaux gouvernementaux se trouvent à Winnipeg, tandis que les petites villes voient leurs écoles fusionner, leurs cliniques fermées et leurs bureaux de poste se réduire à de simples comptoirs dans les pharmacies. Chaque famille qui fait une heure de route supplémentaire pour se faire soigner se rapproche un peu plus d'un départ définitif. Les statistiques migratoires confirment cette logique. Les jeunes formés dans les collèges du Manitoba ou ayant fait un apprentissage dans ces métiers partent souvent dès qu'ils le peuvent pour l'Ontario, l'Alberta ou la Colombie-Britannique. Les salaires progressent plus rapidement hors de la province et dans les tranches d'âge de 20 à 34 ans, de nombreuses municipalités rurales perdent plus d'habitants qu'elles n'en accueillent. L'effet est structurel. Les talents s'envolent, les institutions s'affaiblissent et le cercle vicieux s'auto-alimente. C'est ainsi que Winnipeg devient un gouffre démographique. Dès qu'une ville offre des emplois stables, des carrières qualifiantes et des réseaux professionnels, elle cesse de rivaliser avec les petites villes et commence à les absorber. Pour une jeune famille, la proximité des hôpitaux, des emplois et des écoles, desservis par un même réseau de transport en commun, l'emporte sur l'attrait des terrains bon marché situés à une centaine de kilomètres. L'accessibilité financière ne vaut rien sans perspective d'avenir. Le déséquilibre est plus complexe qu'une simple fracture entre zones urbaines et rurales. La structure par âge divise la province en deux. Les générations plus âgées dominent les villes agricoles et les villages des prairies, dont le nombre diminue, tandis que les régions du Nord sont remarquablement jeunes, avec des populations autochtones dont le taux de natalité remplit les écoles, alors même que les aînés du Sud sont confrontés au problème des soins aux personnes âgées. Les urbanistes doivent concevoir des projets adaptés à ces deux extrêmes, maisons de retraite à Steinbach et terrain de géo à Thompson. Cette double structure repose sur un socle historique solide. Les Cris, les Ojibwés, les Dénés et surtout les Métis ont façonné ce territoire bien avant que les arpenteurs n'y établissent leur quadrillage, et la colonie de la Rivière-Rouge est devenue le creuset de la résistance de Louis Riel en 1869 à 1870, qui a profondément transformé le Canada. La lutte pour la reconnaissance n'était pas une anecdote, elle a creusé une profonde fracture dans la gouvernance, les négociations de traités et les politiques identitaires qui influencent encore aujourd'hui les projets. Traversez la rivière pour vous rendre à Saint-Boniface et l'histoire prend vie. Le quartier francophone, où repose le tombeau de Riel sous les ruines de la cathédrale, est à la fois un symbole et un point d'ancrage démographique. Ici, panneaux bilingues, centres culturels et écoles préservent un patrimoine tout en contribuant à l'écosystème plus vaste de Winnipeg avec ses emplois et ses universités. Dans les enclaves francophones rurales, cependant, cette continuité s'affaiblit et de nombreuses familles migrent vers la ville pour maintenir la langue vivante grâce aux opportunités offertes. Le peuplement des prairies a ajouté une autre dimension à la fin du 19e siècle, lorsque des Ukrainiens, des Islandais et des Ménonites s'y sont installés par vagues successives. Des villes d'élévateurs à grains ont surgi tous les 16 km, les silos à grains se dressant comme des sentinelles et les municipalités ont vu leur population exploser. Mais lorsque les lignes de chemin de fer secondaire ont fermé et que les fermes se sont mécanisées, ces mêmes villes ont périclité. La consolidation a transformé un paysage de villages en un réseau de rues fantômes et de plaques commémoratives. Dans les années 1950, l'essor des machines a accéléré le processus. Des tracteurs plus gros ont entraîné une diminution du nombre de familles par canton et la centralisation des écoles et des hôpitaux s'en est suivie. Les enfants prenaient l'autobus pendant 1 heure ou plus, les soins d'urgence impliquaient de longs trajets en voiture et chaque fermeture de service réduisait d'autant plus les raisons de rester.
Même les familles qui aimaient leur village ne pouvaient plus ignorer le manque de services. Aujourd'hui, les communautés autochtones sont confrontées à une version plus dure de ce même calcul. Nombre d'entre elles ne sont accessibles que par avion ou dépendent de routes hivernales dont la saison se raccourcit tous les 10 ans. Les produits d'épicerie coûtent 2, 3, voire 4 fois plus cher qu'à Winnipeg. Le surpeuplement des logements est fréquent, les avis d'ébullition de l'eau persistent et les évacuations médicales par avion font partie intégrante du système. Il ne s'agit pas de simples inconvénients, ce sont des obstacles structurels à la pérennité. Le manque de confiance creuse encore davantage le fossé. Les aménagements hydroélectriques sur la rivière Nelson ont inondé des portions de terre traditionnelles, laissant des cicatrices que les indemnisations n'ont pas effacées. Les droits issus des traités et les exigences de consultation planent sur chaque projet, pourtant les communautés perçoivent souvent la consultation comme une simple formalité plutôt que comme une véritable participation. Lorsque la confiance est rompue, la participation échoue, et avec elle, la volonté de lier son avenir à la province. Pour les étrangers, l'image du Manitoba se résume souvent à Winnipeg, des festivals multiculturels comme Folklorama, une scène artistique florissante et les Blue Bombers qui remplissent l'IG Field lors des soirées glaciales. Pourtant, au-delà de cette bulle urbaine, de nombreuses régions sont davantage marquées par la pénurie que par l'effervescence. La répartition inégale des services et des opportunités alimente la polarisation, une ville animée entourée d'une campagne qui perd à la fois ses habitants et sa patience. C'est pourquoi la question « Pourquoi personne ne vit au Manitoba ?» ne peut être résolue uniquement par le climat ou le territoire. La vérité, plus profonde, est que les gens sont poussés par l'absence de perspective d'avenir, attirés par la sécurité des services et pris dans un contexte historique où la confiance, la géographie et l'économie s'entremêlent. Le Manitoba n'est pas sous-peuplé par hasard, il est ainsi façonné par chaque kilomètre de distance et par chaque décision de centraliser ce qui est le plus facile à centraliser. Partie 3. Travail, salaire et coût de la vie. L'économie, en fonction de la répartition démographique, fixe le prix de la fidélité, et au Manitoba, ce prix commence dans les champs. Les céréales et les oléagineux dominent le marché, le blé, le canola et l'orge étant soumis aux fluctuations des marchés mondiaux sur lesquels une seule exploitation agricole n'a aucune influence. Une flambée des prix des intrants et une mauvaise récolte peuvent anéantir une année entière. La stabilité est illusoire. Elle devrait s'améliorer lorsque la valeur ajoutée est concentrée au plus près de la ferme et des exemples prometteurs le démontrent. Les usines de transformation du canola transforment les graines en huile et en tourteaux, assurant ainsi le transport routier et des marges bénéficiaires locales, tandis que les abattoirs de porc de Brandon s'approvisionnent en céréales fourragères et versent les salaires. Cependant, les secteurs isolés perdent leur talent. La loi du plus fort prévaut. Cette loi favorise les régions qui diversifient leur production au-delà des matières premières, mais le Manitoba rural est prisonnier de cycles qu'il ne peut lisser. Un mois de septembre pluvieux immobilise les moissonneuses-batteuses et un mois de juin sec réduit les rendements, tandis que les tarifs de fret transforment la distance en un véritable aléa climatique. Lorsque le silo à grains paie moins et que le wagon coûte plus cher, les familles déménagent. L'arithmétique est implacable. Cette loi est encore plus dure dans le secteur minier, où la prospérité promet des échelons et la crise les anéantit. Thomson a prospéré grâce au nickel et Flin-Flon grâce au cuivre et au zinc, et tous deux ont subi de plein fouet les fermetures et les annonces de travaux qui transforment leur ville natale en aéroport de départ. Les rotations de personnel aérien délocalisent les salaires. Les rues en ressentent les effets. Les rues qui accueillaient autrefois des quincailleries et des équipes de hockey sont désormais peuplées de chantiers et d'autocars, car ces rotations traitent une région comme une simple étape de travail et non comme un foyer. La maison que vous hypothéquez a besoin d'une mine qui emploie des voisins, pas d'un avion qui transporte des inconnus. Les communautés bâties sur des horaires fixes ne peuvent pas les contester. La loyauté s'amenuise. À Winnipeg, la loyauté trouve un autre fondement. Les ateliers aérospatiaux y réparent des moteurs et usinent des pièces de précision. Centreport y intègre les infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires pour créer des emplois en logistique, et les secteurs publics, financiers et universitaires y amortissent les fluctuations économiques. Ces secteurs privilégient la construction de carrières plutôt que les saisons. L'attrait se fait sentir discrètement le long de la route 1. Cet attrait discret se reflète sur les fiches de paie et l'écart est significatif. Le salaire hebdomadaire moyen est inférieur à celui de l'Ontario ou de l'Alberta pour de nombreuses professions, et en dehors de la capitale, les avantages sociaux diminuent avec la taille de l'entreprise. Dans les petites villes, l'échelle salariale est plus courte et manque d'échelons intermédiaires. L'ambition, elle, exige une progression plus longue. L'ambition se heurte aussi à la distance, et à la distance elle-même au coût du kilomètre.
Une assiette fiscale réduite doit permettre de paver de longues routes à travers les tourbières et le bouclier canadien, d'entretenir des ponceaux exposés au gel et aux inondations et de poser des canalisations dans des sols instables. Chaque kilomètre dessert très peu de personnes, si bien que chaque panne est coûteuse. Les budgets sont mis à rude épreuve. Ces lacunes sont d'autant plus importantes que les réseaux sont interconnectés car une seule panne double les prix. Lorsque le chemin de fer de la baie d'Hudson est immobilisé, le fret aérien transporte les denrées alimentaires à un coût bien supérieur à celui du diesel, et ce surcoût persiste longtemps après la réparation des voies. Dans le Nord, les ménages paient des surcharges de carburant qui s'apparentent à un loyer. Leurs salaires fondent comme neige au soleil. Sans abonnement, la prochaine fois que vous regarderez une carte du Canada, vous n'aurez aucune idée de l'isolement, de la survie ou du déclin qu'elle dissimule. Abonnez-vous dès aujourd'hui ou continuez à errer dans l'obscurité. Le silence s'étend à Internet, où la connexion Internet au-delà du corridor reste aléatoire. Starlink a transformé la vie des foyers et des cliniques isolées, mais une antenne parabolique n'est qu'une solution temporaire, pas la garantie d'un système universel. Les écoles doivent encore mettre en mémoire tampon leurs cours les jours nuageux et les petites entreprises subissent des ralentissements lors des chargements. La fracture numérique freine les ambitions. L'ambition se heurte à l'équation hydroélectrique, un avantage historique transformé par de nouveaux calculs. Les barrages sur la rivière Nelson-Wusquatim, mis en service en 2012, et les unités de Keyask, dont la mise en service est prévue entre 2021 et 2022, garantissent des tarifs d'électricité bas, très appréciés des industriels et des ménages. Pourtant, les coûts d'investissement et le service de la dette pèsent désormais sur la compagnie d'électricité. L'électricité bon marché n'est pas gratuite, et les communautés touchées ne la perçoivent pas comme gratuite non plus. L'emprise des réservoirs a inondé des territoires de piégeage et des cimetières, laissant des accords d'indemnisation que beaucoup considèrent comme des dossiers inachevés. L'acceptation sociale des projets futurs ne peut être présumée lorsque les aînés peuvent encore voir les rivages disparus. La confiance coûte plus cher que le béton. La consultation doit être gagnée. Gagner sa vie dans le Nord fait grimper le prix de chaque dépense. Un gallon de lait peut coûter plusieurs fois plus cher qu'à Winnipeg, un plein d'essence peut engloutir une journée de salaire, et un plombier arrive par avion si la route est fermée en hiver. Le logement peut sembler bon marché jusqu'à ce qu'on prenne en compte le chauffage, le transport et les retards. L'accessibilité financière s'effondre sous le poids des frais divers. Ces frais divers étouffent les petites entreprises avant même qu'elles ne puissent se développer. La demande est faible sur de vastes bassins versants, le transport est long, les conditions de financement sont prudentes et les assureurs consultent d'abord les cartes des zones inondables. Un magasin qui survivrait sur la rue Main à Brandon meurt avec les mêmes marges à 3 heures au nord. L'activité économique a besoin de densité. La densité pourrait augmenter grâce au tourisme, mais même les produits phares sont confrontés aux aléas de la saisonnalité et aux coûts. Les ours polaires et les belugas de Churchill attirent l'attention du monde entier, mais seulement pendant quelques semaines, et les voyagistes doivent tenir compte de la fiabilité aléatoire du transport ferroviaire et du coût élevé des services de guide dans des conditions climatiques subarctiques pour fixer leur prix. La gloire ne se traduit pas en salaire. Les calendriers limitent les rêves. Les rêves reposent souvent sur un chiffre qui figure rarement dans les brochures. Le revenu médian après impôt dans une communauté éloignée doit faire face à des dépenses telles que le fret aérien, l'équipement d'hiver, les déplacements d'urgence et une assurance plus chère, tandis que le même revenu à Winnipeg permet d'accéder au transport en commun, aux produits d'épicerie en gros et à la livraison à domicile toute l'année. Le choix dépend du reçu. Les reçus dissimulent une réalité qui a des conséquences importantes sur les politiques publiques. L'électricité au Manitoba peut être parmi les moins chères au Canada, mais de nombreux foyers du Nord paient tout de même plus cher pour le chauffage, car le diesel et le propane prennent le relais là où le réseau électrique ne dessert pas les zones et que les logements anciens laissent échapper la chaleur. L'électricité bon marché ne peut traverser la tourbière gelée sans acier. La géographie influence les subventions. Les subventions accordées à l'entretien se répercutent sur les coûts routiers, où chaque ponceau remplacé pour une tempête centennale doit désormais faire face à une tempête vingtennale 2 fois par décennie. Le changement climatique accentue le coût des interventions et accélère l'amortissement. Les chantiers s'étendent, les niveleuses fonctionnent plus longtemps et les factures s'accumulent. L'entretien devient une fatalité. Partie 4, l'attrait de Winnipeg, les limites des politiques et les solutions nécessaires. Sur le papier, Winnipeg semble abordable, car le prix médian des maisons y est nettement inférieur à celui de Toronto, Calgary et Vancouver. Cependant, ces prix masquent des réalités importantes comme les salaires, les taxes foncières, les risques d'inondation et le vieillissement du parc immobilier du centre-ville, du nord au ouest, qui nécessitent un véritable réinvestissement et non de simples slogans. L'accessibilité financière doit résister à l'hiver.
C'est précisément en hiver que la situation se complique, car le chauffage, l'assurance et l'entretien se heurtent aux vieilles chaudières, aux fenêtres mal isolées et aux sous-sols déformés par une zone inondable qui garde encore les stigmates des inondations de 1950 et 1997, malgré la présence du canal de dérivation qui protège la ville depuis 1968 et a été agrandi en 2010. Ainsi, le terme « bon marché » devient rapidement conditionnel. Les économies virtuelles s'évaporent discrètement. L'érosion silencieuse provient aussi de la forme même de la ville. La croissance se concentre dans les banlieues déjà dotées d'écoles, de cliniques et de grandes surfaces, tandis que les quartiers centraux peinent à trouver des capitaux pour le développement urbain, les transports en commun et la rénovation à petite échelle. Parallèlement, l'assiette fiscale s'étend, permettant de creuser de plus longues impasses et d'élargir les artères principales pour le confort des navetteurs. L'étalement urbain mine la résilience. Cette résilience est mise à rude épreuve par les tensions sociales qui ont fait la une des journaux. Augmentation de la criminalité violente par habitant, trafic de méthamphétamine et d'opioïdes via les axes interprovinciaux, filière de traite des êtres humains exploitant la même infrastructure logistique essentielle à l'économie et population sans abri exposée à des nuits de moins 30 degrés Celsius, transformant l'aide humanitaire en urgence absolue. La perception se mue en migration. Les flux migratoires alimentent ensuite la stigmatisation extérieure, les employeurs des autres provinces dépeignant Winnipeg comme une ville froide et sans perspective d'avenir. Cette image négative persiste malgré le rayonnement international du folklorama. L'engouement pour les séries éliminatoires des Jets et le stade IG Field plein à craquer pour les Blue Bombers, car les récits alarmistes se propagent plus vite que les images de festival. Le récit influence les ménages. Ces ménages doivent cependant composer avec les ressources gouvernementales et l'alternance entre les partis conservateurs et néo-démocrates au Manitoba a certes permis de dégager un consensus relatif à Hydro et à l'immigration, mais a limité les capacités financières nécessaires pour construire, aménager et protéger les infrastructures sur un territoire aussi vaste. Si la péréquation apporte une aide, elle ne peut pas compenser les coûts liés à la distance par kilomètre. Les budgets sont limités, mais les distances, elles, ne le sont pas. À l'échelle municipale, les distances prennent une dimension politique. Les fusions réduisent le territoire local et les résidents doivent parcourir de plus longues distances pour obtenir des permis, consulter un médecin ou assister à des matchs de lycée. Chaque guichet fermé ampute l'identité civique d'une part irremplaçable par un site web, ce qui érode l'habitude de faire du bénévolat et de voter. Des services insuffisants nuisent au sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance pose également un problème logistique dans les secteurs de la santé et de l'éducation. La fermeture des urgences dans les petites villes concentre les crises en centre-ville, les pénuries d'infirmières s'aggravent et les spécialistes se regroupent dans les hôpitaux universitaires. Parallèlement, les promesses de la télésanté se heurtent aux limites de la bande passante et les enfants font une heure de bus aller-retour pour se rendre dans des écoles regroupées, ce qui fragilise les liens communautaires. Le temps met la loyauté à rude épreuve. La loyauté des nouveaux arrivants est essentielle à la stratégie d'immigration. Le programme des candidats des provinces du Manitoba attire chaque année un grand nombre de résidents, mais la rétention hors de Winnipeg est difficile car les nouveaux arrivants suivent les emplois, les écoles et les réseaux de la diaspora. Sans tremplin à Brandon, Portage ou Zepa, la capitale conserve les talents. L'attraction sans ancrage est vaine. Les éléments identitaires sont utiles, mais ne peuvent à eux seuls faire la différence. Les Jets, les Bombers, les théâtres de Portage et les scènes du folklorama remontent le moral et soudent les communautés, ce qui est une réelle valeur. Cependant, le marketing ne réparera pas les ponceaux, ne remplacera pas les pieux dans le pergélisol ni n'augmentera le nombre d'infirmières à lui seul. Les symboles ont besoin d'un cadre. Le travail sur les échafaudages dans le Nord est souvent synonyme d'aventure. Les ours polaires, les belugas et les aurores boréales de Churchill figurent sur les listes de choses à faire avant de mourir, de Tokyo à Berlin. La ville brille à chaque saison, mais la saisonnalité, la fragilité du réseau ferroviaire et le coût élevé des guides empêchent le tourisme de garantir des emplois stables à l'année ou une croissance démographique suffisante. Le calendrier des événements limite l'installation des populations. Un règlement durable exigerait des choix difficiles, à commencer par un transport nord-sud fiable. En effet, un simple ponceau emporté par les eaux sur la ligne de chemin de fer de la baie d'Hudson ne devrait plus jamais entraîner une flambée des prix pendant un an. Cela implique de consolider la plateforme de la ligne, de prévoir des ponts redondants là où c'est justifié et de terminer des liaisons routières praticables en toute saison après avoir satisfait à des analyses coût-avantage rigoureuses. La fiabilité permet de gagner du temps. Ce temps est également précieux grâce à des perspectives salariales ancrées dans le lieu de résidence des gens et non dans leurs déplacements.
Il s'agit donc de regrouper les activités autour des pôles existants, centres d'entretien ferroviaire et routier hivernal, installations annexes pour la trituration du canola, essais en conditions hivernales et rénovation pour la transition énergétique, afin de créer un effectif intermédiaire d'emploi entre les postes d'entrée et les postes de direction, avec des programmes d'apprentissage pérennes. Les perspectives d'emploi sont plus importantes que les gros titres. Les grandes lignes ne changeront pas sans une approche globale. Les rénovations de logements, les systèmes d'eau potable et l'accès à l'Internet à grande vitesse doivent donc être mis en œuvre simultanément et non au compte-gouttes, sans impact significatif sur le bien-être des familles. Cette approche globale doit être conçue avec des coûts d'exploitation et d'entretien adaptés aux petites administrations plutôt que par le biais de projets pilotes ambitieux qui vieillissent mal. Les ensembles de services influencent les décisions. Les décisions sont plus durables lorsqu'elles sont prises par les autochtones avec des règles d'approvisionnement qui privilégient les entreprises locales, des programmes de formation qui débutent au sein de la communauté et des participations dans les projets d'hydroélectricité, de transport et de tourisme qui transforment l'impact en revenus. En effet, l'extraction de fonds par les institutions financières et les entreprises, IFO, délocalise les salaires et érode la confiance, tandis que la propriété rétablit le climat de confiance sociale. La confiance est essentielle. Cette confiance est ensuite réinvestie dans les rues du centre-ville de Winnipeg, où des investissements résilients face aux inondations, séparation des réseaux d'égouts, voies vertes servant également de réserve d'eau et réhabilitation bloc par bloc peuvent transformer l'accessibilité financière théorique en valeur réelle en réduisant les risques d'assurance, les factures de chauffage et les temps de déplacement. Ainsi, vivre au centre-ville n'est pas un sacrifice, mais un atout. La solidité du noyau central favorise la stabilité. La stabilité dépend aussi de l'harmonisation des politiques provinciales et municipales en matière de criminalité, de traitement des dépendances et de capacité d'hébergement adaptées à l'hiver. Le nombre de lits en centre de réduction des méfaits, le volume de programmes de désintoxication et les logements sociaux doivent être mesurés non pas selon des ratios par habitant empruntés à Vancouver, mais en fonction des réalités climatiques propres à Winnipeg, où une alerte de tempête peut être synonyme de mortalité. L'échelle doit être adaptée à la latitude.